Amis de l'électronique, bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire, mais que suite à, comme on va le voir, à la question d'un internaute, j'ai décidé de faire quand même, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement être utile à certains d'entre vous. Alors on va parler un petit peu d'entrées non connectées ou non utilisées. Il y a quelque temps, j'ai reçu un email de Michel qui, en gros, voilà, je vous ai mis ici son mail, vous pouvez le lire. En gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a fait un montage. Ce montage, il fonctionne super bien, mais qu'au bout de certains temps, c'est à peu près 5 à 10 minutes, il fonctionne plus. Tout ce qu'il peut faire, c'est couper l'alimentation et la rallumer. À ce moment-là, le montage refonctionne à nouveau. Donc au début, il s'est posé des tas de questions, il a pensé que le circuit était pourri, il l'a changé, ainsi de suite, mais rien à faire. Il dit qu'il a testé les contacts, les machins, voilà. Il ne trouve pas la solution. Et donc il m'a envoyé un petit email pour me demander si j'avais une idée de ça. Alors de quel montage s'agit-il? Il s'agit d'un montage qui a été mis par Tonin sur sa chaîne Tronic Aventure, qui est un interrupteur sonore. En gros, on tape dans les mains, un coup ça allume la lumière, un coup ça l'éteint. Bon, je vais pas analyser ce schéma, je vous renvoie sur la vidéo de Tonin si vous voulez avoir le détail. Et donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors, le dépannage à distance, c'est pas forcément très pratique, mais je me suis dit, bon, allez hop, je vais mettre mon costume de Sherlock Holmes de l'électronique et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'ai donc regardé le schéma et je me suis dit, déjà, comme on peut le voir, ça utilise un circuit de la famille logique CMOS. CMOS, ça veut dire grande impédance d'entrée. Et là, c'est vrai que j'ai déjà une certaine expérience un petit peu dans le domaine, mais je me suis dit, tiens, ça pue un petit peu le signal qui est pas connecté, qui est en l'air et qui prend des valeurs plus ou moins bizarres. Et j'ai donc analysé le schéma, je me suis dit, tiens, s'il y avait ici une entrée pas connectée, laquelle ça pourrait être qui fait que ça fonctionne plus. Et si on regarde la partie logique, qui utilise un CD 4017, en gros, pour faire le séquenceur, un coup j'allume pas, je me suis dit, tiens, alors ça fonctionne bien, puis au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Donc là, si on regarde bien, il y a une broche qui s'appelle Clock Disable, qu'on peut voir ici. Le but de cette broche, c'est de dire, si je suis au niveau 0, le signal d'horloge est pris en compte. Sinon, s'il est à 1, en gros, ça désactive le signal d'horloge. Je me suis dit, tiens, justement, apparemment, d'après ce qu'il a testé, tout fonctionne bien, mais au bout d'un moment, c'est comme si l'horloge ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai fortement soupçonné cette broche-là de ne pas être connectée. Donc, j'ai envoyé une réponse à Michel en lui disant de vérifier cette connexion. Et il m'a dit, bingo, en effet, suite à un mauvais contact ou à un oubli, la broche était en l'air. Et c'est ça qui était le problème. Donc voilà un problème résolu, mais je pense que ça peut être intéressant de comprendre exactement pourquoi ça fait ça, et pourquoi quand on coupe la lime et qu'on la rallume, ça remarche, et au bout d'un moment, ça fonctionne pas. L'idée pour ça, c'est de regarder un petit peu le schéma interne du 4017. Dans toute cette famille logique, qui est basée sur des MOSFET, toutes les entrées ont ce schéma ici, qui sert en gros à protéger contre les surtensions qui peuvent les endommager. Donc à chaque fois, il y a cette résistance-là qui limite éventuellement justement le courant de charge là dans la grille, et ici ces diodes qui permettent la protection. Donc je rappelle, je vous renvoie ma vidéo sur les MOSFET, qu'un transistor MOSFET comme ça, il a ce qu'on appelle une impédance d'entrée qui est très grande. C'est-à-dire que la grille ici, d'un point de vue courant, je veux dire, elle est connectée à rien. C'est que couplage avec la partie ici faite par champ électrique, donc il y a quasiment aucun courant qui passe là. Or, une des caractéristiques aussi de ce genre de transistor, c'est d'avoir une forte capacité parasite, un condensateur en fait, qui n'est pas voulu, mais qui apparaît entre ce point-là et ce point-là. Je l'ai schématisé ici en rouge, ce condensateur. Alors pour comprendre ce qui se passe, prenons le cas où le circuit est arrêté. Le circuit est arrêté, il n'y a pas de courant nulle part, le condensateur ici il est déchargé. Quand on met en route le circuit, le condensateur ici est déchargé, donc ici c'est comme si, j'avais 0 volt. Donc la broche Disable, c'est comme si elle était à 0, Le 0 c'est le potentiel de la masse, et donc le système fonctionne. Le problème, c'est que cette entrée est en l'air, donc déjà, elle capte un petit peu des parasites, des machins comme ça, et surtout, il y a forcément, même s'ils sont très faibles, des courants de fuite ici dans les diodes. Or, ces courants de fuite, ils commencent à charger un petit peu le condensateur, qui, je rappelle, a quand même une valeur qui est faible, c'est quelques picofarades. Enfin voilà, quelques picofarades chargés à quelques microampères, il se charge quand même. Au bout d'un certain temps, il est tellement chargé que son potentiel ici, suffit ici à commuter le MOSFET qui est là. Et à ce moment-là, c'est comme si on avait mis l'entrée à 1, et ça désactive l'horloge.
Donc le système ne marche plus. Si j'éteins l'appareil, ce potentiel ici d'alimentation retourne à 0, donc on voit bien que le condensateur il va se décharger ici via cette diode, ce qui fait que si on rallume, là ça remarche, et c'est reparti comme en 14, le machin se recharge et ne fonctionne pas. Donc voilà, élémentaire mon cher Klaxon, comme dirait Sherlock, et ça explique exactement le pourquoi ce système donc ne fonctionnait pas avec cette broche en l'air. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que surtout dans les entrées, dans les systèmes logiques, on ne laisse jamais, mais alors jamais, les entrées logiques en l'air. Je rappelle que les circuits logiques, ils passent sur un système qui est binaire. Binaire 0, 1. Il n'y a pas d'autre état possible que ça. Alors le 0, souvent, on va dire c'est le potentiel qui est près de la masse. Le 1, c'est le potentiel qui est près d'une certaine valeur, généralement positive. Et ça doit être bien marqué entre les deux. C'est-à-dire, en fait, dans les familles logiques, on va dire que de 0 volts à une certaine tension, on considère que c'est un 0, à coup sûr. Après, d'une certaine tension jusqu'à l'alimentation, on considère que c'est un 1 à coup sûr. Mais il existe entre les deux ce qu'on appelle une sorte de twilight zone, qui est pas très claire, en fait. On ne sait pas vraiment si c'est 0,1. Et en fait, cette zone, on s'arrange toujours pour qu'on y passe le moins de temps possible. Alors, on y passe forcément quand on passe de 0 à 1 et vice-versa. Mais voilà, on n'y reste pas longtemps. Parce que justement, elle est indéterminée. Alors parfois, on a besoin de forcer certaines entrées, parce qu'on ne les utilise pas. Par exemple, là, dans le montage, l'entrée de disable de l'horloge, on n'en a pas besoin. Donc en gros, on veut que l'horloge fonctionne tout le temps. Mais pour qu'elle fonctionne tout le temps, c'est-à-dire que cette entrée, il faut bien lui dire, tu veux qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas. Donc c'est 0 ou 1. En l'air, c'est pas 0 ou 1. En l'air, c'est... petit bonheur la chance. Selon les familles de logique et le niveau qu'on veut mettre, il y a plusieurs technologies. Généralement, sur toutes les familles, que ce soit TTL, CMOS, microcontrôleur et tout, quand on veut les forcer à 0, on peut les connecter directement à la masse. Donc voilà, ici, il n'y a pas de problème. Quand on veut les mettre à un niveau logique 1, alors ça dépend un peu des familles logiques. Sur les circuits MOS, par exemple, généralement on peut les connecter directement à l'alimentation. Sur les circuits TTL, ça dépend. Alors déjà, en théorie, les circuits TTL, enfin du moins la TTL classique, normalement, si on connecte pas une entrée, elle est censée être au niveau 1. Mais bon, ça a jamais été bien clarifié et généralement, moi j'ai toujours lu que c'était pas une bonne pratique de se baser là-dessus. Donc l'idée c'est que on les connecte donc à un niveau 1 qui est sûr. Alors il y a des circuits TTL où on peut le mettre directement au 5 volts, mais il y en a qui n'aiment pas trop ça parce que je vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut faire des phénomènes de latch-up ou de trucs comme ça qui sont pas très bons. Donc généralement en TTL par exemple, on considère que c'est mieux de mettre ici une résistance qui vaut de 1 à 5K à peu près, et sur lequel alors, on peut mettre plusieurs entrées ici pour les forcer à 1. Alors, bien sûr, selon le nombre d'entrées qu'on met, on ajuste la résistance. Après, voilà, ça se calcule avec les courants d'entrée. Enfin, on fait soit ça, soit des fois ce qu'on faisait assez souvent aussi, TTL, c'est que si justement on a une porte ici qui sert à rien, on la force avec une seule résistance, et derrière on branche les entrées ici. Attention, dans tous les cas, je répète que dans la famille logique, il y a ce qu'on appelle le fan-in, fan-out, c'est-à-dire en gros, combien une porte consomme en entrée, et combien une porte peut mettre en sortie. En gros, on considère que c'est une entrée TTL, on va dire, de base, c'est un fan de 1. Donc si une sortie a une fan-out de 10, par exemple, ça veut dire qu'on peut brancher dessus 10 entrées. Sachant que des fois, il faut se méfier, il faut regarder les datasheets, il y a des entrées qui ont un fan-in plus important. C'est-à-dire on peut avoir des circuits où le fan-in vaut 4, par exemple. Et généralement, il faut bien le respecter. Dans le cas des circuits MOS, ici, c'est un petit peu différent, dans la mesure où ils consomment, comme on l'a vu, pas de courant. On peut en brancher beaucoup, surtout si le niveau est statique, c'est-à-dire que c'est toujours 0 ou 1, il n'y a pas le côté justement d'avoir assez de courant pour charger les condensateurs d'entrée, donc il n'y a pas de souci avec ça. En plus, il arrive souvent que on ait des circuits qui aient plus d'entrées que besoin, mais on peut, par exemple, les relier. On le voit ici, c'est vraiment typiquement pour une porte AND. Si dans un circuit, j'ai une porte AND à 3 entrées, mais en fait, j'ai besoin que d'une AND à 2, là, voilà, on peut très bien connecter 2 entrées ensemble. Ça pose absolument aucun problème. Mais bien sûr, en TTL, comme je le disais, celle-là aura une fan-in de 2. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut toujours faire. Alors, est-ce que c'est vrai aussi quand il y a des parties complètes qu'on n'utilise pas? Par exemple, très souvent, on voit qu'il y a des circuits logiques, comme le 4093 ici, qui contient 4 portes logiques NAND trigger de Schmitt. Si on se dit dans un montage, j'en utilise que 2. Comme c'est très difficile de trouver des circuits qui n'ont que 2 portes, on va en prendre un qu'à 4 et on va dire, il y en a que j'utilise pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces portes pas utilisées? Même là, il faut surtout pas les laisser en l'air.
Pourquoi? Parce que si on les laisse en l'air, bah pareil, ça va agir comme des antennes. Donc soit ça peut faire des oscillations qui vont faire des consommations du circuit des parasites, ou pire, des fois on peut justement, comme je vous l'ai montré, comme les condensateurs d'entrée vont plus ou moins se charger, on va rentrer dans cette twilight zone, ce qui fait que des fois on va se retrouver dans la partie linéaire de la porte, celle où justement on ne veut pas travailler normalement. Ce qui fait que les deux transistors de sortie, par exemple, ils vont plus ou moins travailler ensemble, ça peut faire des consommations de courant, enfin ça peut faire que des bêtises. Donc dans un cas comme ça, la règle s'applique toujours, et ici, bah, voilà, il suffit de mettre ces deux broches-là et ces deux broches-là à la masse, on les utilise pas, et voilà, les sorties, on peut les laisser en l'air. Alors, est-ce que c'est vrai aussi dans les microcontrôleurs? Bah oui, c'est pareil. En fait, c'est un microcontrôleur, généralement, par défaut, quand on fait un reset sur un microcontrôleur, les broches d'entrée-sortie sont paramétrées en entrée. Et on les utilise pas. Normalement, c'est pas très gênant, mais je veux dire, c'est quand même mieux, soit de les connecter à la masse, soit au niveau programme, par exemple, de les programmer en sortie ou d'activer le pull-up interne. C'est pas indispensable, mais généralement, c'est plus fiable de le faire comme ça. Tant qu'on est à parler des circuits pas utilisés, qu'en est-il des amplis op? Parce qu'en fait, c'est pareil, il y a des tas d'amplis op qui ont plusieurs amplis à l'intérieur. Par exemple, le fameux LM324, il contient 4 amplificateurs opérationnels, des fois on va utiliser que 3 par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de celui qu'on n'utilise pas? Alors des fois on voit ces montages-là, qui consistent à, on relie les entrées à la masse, ou voire au plus, ou une masse virtuelle comme ça. Eh ben ça, alors je reconnais que ça m'est arrivé de le faire, mais c'est pas du tout une très bonne idée en fait. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée? Je vous renvoie sur ma vidéo sur les offsets. Si on relie les entrées d'un ampli op comme ça, dans la mesure où il y a forcément une tension d'offset, même faible, entre les deux, la sortie ici, en fonction de l'offset, elle va être soit bloquée à sa limite supérieure, soit à sa limite inférieure. C'est-à-dire, en fait, la sortie va être ce qu'on appelle saturée. Or ça, c'est pas très bon. Un ampli op, il n'est pas fait normalement pour travailler comme ça. Et alors d'abord, ça peut lui faire consommer plus de courant que nécessaire, mais il y en a même, ils vont pas forcément aimer ça. Je veux dire, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, dans la mesure où, je rappelle, un ampli op, il n'est pas vraiment fait pour travailler comme ça en comparateur. Là, dans le schéma, on voit ici les masses, mais des fois, c'est des alim symétriques. Là, par exemple, le fait de faire ça, ça veut dire que l'entrée, on la force au même niveau que l'alimentation positive. Il y a des amplis op, je rappelle aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle les tensions max de mode commun en entrée. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Donc faire ça, honnêtement, c'est pas la meilleure idée qu'on peut avoir. Alors, on peut le faire plus pour des comparateurs, mais dans la mesure où le comparateur, il est justement fait pour travailler comme ça en mode logique en sortie, saturé ou pas, alors que c'est pas forcément le cas des amplis op. Faut mieux faire des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on le monte ici en suiveur de tension, et on fixe l'entrée à un potentiel connu, qui peut être la masse, pourquoi pas l'alimentation positive, ou une masse virtuelle comme ici. Mais attention, encore une fois, je rappelle de bien regarder au niveau du datasheet du circuit intégré en question, quelles sont les meilleures tensions qu'il accepte comme ça en mode commun maximum. Donc voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner sur ces broches pas utilisées. Alors je rappelle aussi qu'il y a des fois sur certains circuits, on voit des broches marquées NC. Et bah ça en fait j'avais déjà traité ce problème sur une vidéo qui s'appelait Syrup, voilà, Connect or Not Connect. Et bah je vous conseille d'aller la voir, je vous renvoie, je vais pas la refaire. Et vous saurez tout sur le traitement de ces broches. Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura intéressé. Moi de mon côté, bah voilà, je profite toujours de mon congé et de ce grand pont de l'Ascension, pas pour alors déjà faire quelques travaux chez moi, parce que j'ai quand même de la tendance à faire. Et je continue aussi à travailler sur mon CP0144 qui avance bien. Tiens Maurice, ça va Maurice, alors quoi de neuf? Il y a un truc qui est bizarre. Ah ouais quoi? Hier t'as acheté un parapluie et il a plu. Ah bah ça alors. Après, aujourd'hui t'achètes une roue de secours et tu crèves. Ah bah voyons. Et alors? Demain tu penses acheter des préservatifs. Ah, pour une fois, c'est bien vu. Sur ce, ne laissez pas vos entrées logiques s'envoyer en l'air, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.